As-tu déjà remarqué comment les chasseurs de la Première et même de la Deuxième Guerre mondiale pouvaient tirer à travers l'hélice de leur moteur sans aucun problème? D'une manière ou d'une autre, les mitrailleuses de ces avions pouvaient tirer sans endommager les pales de l'hélice. En fait, la mitrailleuse et les hélices étaient synchronisées pour y parvenir. Mais comment faisaient-ils pour se synchroniser? Rappelons-nous que nous parlons de la Première Guerre mondiale et à cette époque, l'aviation en était encore à ses balbutiements. Cependant, le mécanisme qui permet une synchronisation très précise entre la mitrailleuse et l'hélice est en fait très simple. Le 7 juin 1912 à College Park, Maryland, États-Unis, Roy Kydland, en compagnie du capitaine Charles Chandler, a eu le plaisir de piloter le premier avion militaire utilisé par les États-Unis lors du premier test d'efficacité de ceux-ci dans l'histoire. L'avion utilisait une mitrailleuse Lewis sur le côté pour que le capitaine Chandler, le copilote, puisse l'actionner. Lors des essais, la mitrailleuse Lewis a été tirée à environ 100 mètres de hauteur au centre d'une toile blanche tendue sur le sol, ce qui était la première fois dans l'histoire qu'une mitrailleuse était tirée depuis un avion. Chandler a réussi à tirer 12 coups sur les 47 que contenait la mitrailleuse Lewis, démontrant l'efficacité réelle du nouveau paradigme de la guerre aérienne. Dans les années qui ont suivi, les nations motivées par le nouveau grand conflit qui émergeait ont développé leurs propres avions militaires. Dans les premières années, les avions militaires étaient principalement utilisés pour la reconnaissance. Cependant, cela commencerait à changer en 1914 où les premiers combats aériens de l'histoire de l'humanité ont eu lieu. Contrairement à ce que vous pourriez penser, la première perte confirmée d'un avion a été infligée par le Français Roland Garros à l'Allemagne, qui en août 1914, dans un élan de chance ou peut-être de grande habileté, a blessé un pilote ennemi avec un pistolet, faisant s'écraser son avion au sol. Des abattages aussi chanceux ont eu lieu consécutivement dans d'autres nations. Par exemple, le 7 septembre de cette même année, le pilote russe Piotr Nesterov a obtenu une victime en écrasant son avion contre un avion autrichien, faisant subir à l'avion autrichien des dommages tels qu'il a été complètement abattu. Ainsi, à cette époque, il y avait beaucoup d'avions dans le ciel et il était clair que c'était ce dont on avait besoin, des avions avec des armes. Mais il y avait un gros problème. Il ne suffisait pas simplement de mettre une mitrailleuse devant le pilote et c'est tout. À la fin de 1914, la plupart des avions avaient un design très peu hétérogène. Tous les designs avaient une disposition très similaire, donc en général tous les avions avaient un moteur avec une hélice à l'avant. Ce qui signifie qu'une mitrailleuse ne pouvait pas être placée à l'avant de l'avion et que d'autres mécanismes permettant de placer des armes à d'autres positions étaient trop compliqués et donc trop lourds et non viables à cette époque. Beaucoup d'ingénieurs, pour trouver une solution à ce problème, ont choisi de modifier complètement le design standard de l'avion militaire. Par exemple, nous avons le SPAT-SA français qui plaçait l'hélice du moteur entre le pilote et le tireur, faisant en sorte que le tireur soit en avant et qu'il n'ait pas à se soucier d'endommager l'hélice en tirant. Mais le souci venait lorsque l'avion devait faire un atterrissage forcé, car beaucoup de pilotes ou de tireurs finissaient en morceaux à cause de l'hélice qui était au centre de l'avion. D'autres, comme le Bristol F2 anglais, plaçaient simplement le tireur à l'arrière avec une mitrailleuse montée sur un fût. Le seul inconvénient était qu'on ne pouvait pas attaquer l'ennemi en volant vers lui, permettant souvent à l'ennemi de s'échapper. Cela n'offrait un réel avantage que lorsqu'il se défendait. Le Vickers FV5 britannique, ou comme on l'appelait à l'époque Gumbus, était une autre grande solution de l'époque. Il mettait l'hélice à l'arrière de l'avion, faisant en sorte que le moteur, au lieu de tirer l'avion, le pousse, ayant le tireur dans une position avant. Tous ces avions ont eu un succès très varié. Cependant, aucun n'a réussi à satisfaire le besoin d'avions qui tiraient vers l'avant sans endommager les hélices. En 1914, le Français précédemment mentionné, Roland Garros, a conçu une très bonne solution au problème. En décembre 1914, en mai 107 ans, chez lui, il a installé le système de synchronisation conçu en décembre 1914 par Raymond Saulnier, essentiellement le premier de son genre.
Cependant, il utilisait une mitrailleuse Hopkins, et cette mitrailleuse n'avait pas un rythme constant, il fluctuait, donc parfois les projectiles réussissaient à frapper les pales. Garros a conçu une solution à cela, installer des coins métalliques sur les pales de l'avion uniquement dans les zones où les projectiles pourraient frapper. Et même si cela peut sembler un peu rudimentaire ou même stupide, cela a très bien fonctionné. Tellement que Roland Garros a obtenu la première baisse confirmée en utilisant une mitrailleuse qui tirait à travers l'hélice de son avion le 1er avril 1915. Le 18 avril de cette même année, Garros a été abattu par un tir terrestre et au sol, il a essayé de brûler son avion pour qu'il ne soit pas capturé, mais les Allemands ont réussi à capturer Garros avant qu'il ne brûle l'avion. L'hélice modifiée est tombée entre les mains des Allemands et peu de temps après, le Fokker-Un Heidegger est apparu. Un avion légendaire qui a changé le cours de la guerre aérienne. Les Allemands, au milieu du conflit, ont réussi à obtenir la supériorité aérienne sur le front pendant 6 mois et jusqu'à cette époque, ils lui ont donné un nom, le Fokker-Scorch ou le fléau des Fokkers. Tout cela grâce à un système de synchronisation qui lui permettait de tirer à travers son hélice. Son fonctionnement était assez simple. Pour que vous compreniez, une mitrailleuse MG8 avait une cadence de 7 tirs par seconde, mais l'hélice pouvait tourner jusqu'à 20 fois par seconde. C'est un problème car l'hélice pouvait obstruer les tirs au moins 3 fois par seconde. Et comme nous l'avons mentionné précédemment, les mitrailleuses n'avaient pas un rythme constant. Donc peu importe combien les ingénieurs essayaient de synchroniser séparément la mitrailleuse avec l'hélice, cela n'allait jamais se produire. Et c'est là le problème. Donc ce que Fokker a fait, c'est de connecter la mitrailleuse à l'hélice et d'utiliser la rotation de l'hélice pour actionner l'arme. Le premier design que Fokker a fait était très compliqué. Il utilisait un système de cams et de lobes qui prenaient guide de l'hélice, mais c'était tellement compliqué que chaque avion devait être calibré individuellement à chaque combat. Et pour faire cela, on mettait un disque de bois sur l'hélice et on tirait à travers l'hélice pour prendre le guide. Ce système n'a été utilisé que quelques mois, car Fokker, le créateur, l'a modernisé à la fin de 1917 et a essentiellement réussi à créer ce qui serait considéré comme le premier système de synchronisation efficace de l'histoire. Et ce fut celui qui serait par la suite copié et modernisé dans les futurs designs de bombardiers et de chasseurs. Son fonctionnement était assez simple. La mitrailleuse avait un levier qui scellait le feu lorsque l'hélice était dans une position où il y avait une pale bloquant la mitrailleuse. Le feu cessait, puis lorsque la pale était à un endroit correct, elle permettait le feu, et ainsi de suite. Ce système a permis de perpétuer encore plus la suprématie aérienne allemande jusqu'à la mi-1916 en Montmessens-Synthese, où les Britanniques commenceraient à utiliser des avions avec des synchroniseurs beaucoup plus compliqués que le synchroniseur de Fokker, comme le synchroniseur CC, qui utilisait de l'huile hydraulique pour transmettre les vibrations de l'hélice et ainsi détecter sa position, faisant en sorte qu'il se synchronise avec la mitrailleuse. Et cela a généralement été bon à la fin avec l'entrée des États-Unis dans le conflit et l'utilisation de nouveaux avions avec des systèmes de synchronisation par les Britanniques. La suprématie aérienne allemande a disparu très rapidement et nous savons tous comment cette histoire s'est terminée. Après la Première Guerre mondiale, d'autres systèmes de synchronisation sont apparus, comme les systèmes électriques, mais peu à peu, le progrès technologique pointait vers des maisons et des bombardiers avec des mitrailleuses de plus gros calibre montées sur les ailes des avions. Et ces mitrailleuses de plus gros calibre ne rentraient pas dans le nez de l'avion, donc les ingénieurs optaient généralement pour les monter. Sur l'aile de l'avion, de la même manière, il y avait beaucoup d'avions qui utilisaient des mitrailleuses à l'avant après la Première Guerre mondiale et même jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Un grand exemple serait le Mitsubishi A6M0 qui avait 2 mitrailleuses de 7,7 mm montées sur le moteur, et il y avait aussi le soviétique Yakovlev Yak-9, sa variante Yak-9T qui avait 2 mitrailleuses SHK de 7 mm.